Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler football Euro 2022. On va revenir sur les deux matchs d'hier, les deux matchs du groupe D. Il y avait Belgique-Islande et France-Italie. Bien entendu, on commencera par Belgique-Islande pour finir avec France-Italie. Bon, je pense qu'on en parlera beaucoup de France-Italie. Et puis on parlera un petit peu du programme des 4 prochains jours avec les différents matchs. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux, ça je viens de le dire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ça vous a déplu ces matchs-là. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout quand vous activez toutes les notifications, ça c'est le Saint Graal. Alors il y avait deux rencontres hier. On va déjà revenir sur cet Euro féminin. On a vu la première journée. On s'aperçoit encore que en Europe et je dirais dans le monde du football, vous avez une dizaine d'équipes qui ont un niveau très fort, je dirais entre 10 et 14-15 équipes. Et après, au-delà, c'est compliqué. Et même sur un euro, on voit qu'en Europe, on n'arrive pas à avoir ces équipes d'un niveau très proche. Alors, je veux bien qu'on ait des différences, qu'on ait des équipes qui soient meilleures que d'autres. Mais là, c'est pas des différences, c'est au-dessus. C'est-à-dire quand on voit la Belgique, l'Islande, quand on voit l'Irlande du Nord aussi, qui sont semi-professionnels, même un peu le Portugal, il y a une ou deux joueuses qui sont très fortes derrière, c'est plus compliqué. Tu te dis qu'il y a un problème, quoi, quand même. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à avoir plus de densité. C'est le vrai problème aujourd'hui du foot féminin, c'est un problème de densité. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir là un euro à 16, mais ça n'aurait aucun intérêt aujourd'hui d'aller à 24, parce qu'on aura déjà là un premier tour où, à part dans le groupe C peut-être, et encore, on sait à peu près toutes les équipes qui vont passer en quart. On peut déjà le dire qu'il y a de grandes chances que la France joue soit face à la Suède, soit face aux Pays-Bas son prochain match. Voilà, en quart de finale. Ce qui est un peu triste, ça enlève un petit peu de spectacle. Forcément, ça enlève du spectacle, donc ça enlève de la médiatisation. Forcément, parce qu'il n'y a pas de densité, les gens sont parfois un peu chiés. C'est vrai qu'il y a certains matchs, par exemple, Islande-Belgique, je me le suis... Alors là, en plus, pour tout vous dire, je me le suis tapé aujourd'hui. Autant les jeux... Voilà, là, j'ai réussi à le trouver sur les internets, en cherchant pendant 10 plombes. Mais j'ai réussi à le trouver. J'ai regretté de l'avoir trouvé. Vraiment une purge. Mais par exemple, l'Irlande du Nord, on en avait parlé, c'était très compliqué. Il y a vraiment de grosses différences de niveau. Et on est sur un euro. C'est des équipes qui ont passé des phases de qualification quand même. Alors d'une cinquantaine de nations, parce qu'il y en a un peu moins que chez les garçons, on va dire 45, on n'en garde que 16. Donc on a éliminé quand même les deux tiers quasiment. Donc c'est là où c'est un peu triste. Mais au niveau mondial, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a des énormes différences de niveau, même sur une Coupe du Monde. Ce qui est un peu triste. Aujourd'hui. Je suis aussi un peu triste de la médiatisation de cet euro au niveau des médias français parce que je trouve qu'on en parle très peu. La Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans et on nous en a fait tout un pataquès sur la Coupe du Monde en nous disant oui, ça a vraiment lancé le foot féminin. Ça n'a absolument pas lancé le foot féminin. Et on a toujours un peu ce problème vraiment où en termes de médiatisation c'est pas exceptionnel quoi. On est quand même sur l'euro. Chez les garçons, n'importe quel match ferait alors, je sais pas la une, mais on en parlerait même sur les chaînes qui n'ont pas les droits. Là on n'en parle pas sur France 2 tu n'as rien vu sur l'euro de foot, ce qui est quand même un peu triste. Et la médiatisation, c'est hyper important. Si tu veux créer des vocations, à un moment, faut médiatiser. C'est le problème aujourd'hui des Paralympiques, par exemple, c'est que beaucoup de gens ne savent pas que les Paralympiques existent, ou ne connaissent pas les sports des Paralympiques, ont une mauvaise image des Paralympiques alors qu'ils n'ont jamais vu. Faut médiatiser ces événements-là. Et le foot féminin aujourd'hui, c'est que le 6 juillet, je pense que très peu de personnes
très clairement, savait que c'était le début de l'Euro de foot. Même quand on s'intéresse à beaucoup de sports. Même moi, d'ailleurs, je l'ai su la veille. Vraiment, on me l'a rappelé la veille. Je savais qu'il y avait l'Euro au mois de juillet. Je ne savais plus la date précisément. C'est la veille, vraiment, à 18 ou 19 heures, où j'ai vu « Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'Euro féminin ». C'est un peu tristoun quand même. L'ambiance dans les stades n'est pas fantastique non plus. Je trouve il n'y a pas un engouement en Angleterre autour de cet Euro féminin. Aussi parce qu'il y a des choix de stades qui sont discutables. Il y a un stade qui fait 10 000 places. Bon, c'est vrai que ça fait un peu tristoun aussi de ce côté-là. Bon, on commence par le premier match du jour. Belgique-Islande. Les Belges s'en sortent bien parce que c'est vrai qu'elles ont plutôt été... Enfin, l'Islande a plutôt eu l'avantage dans cette rencontre, il faut le dire. Mais en fin de match, l'Islande a arrêté de jouer, ce qui est pourtant fou. C'est-à-dire que les Belges, alors il y a un penalty à la 50e pour l'Islande qui marque. Ils avaient déjà eu un penalty à la 35e. Et ensuite, donc l'Islande joue encore pendant 5-6 minutes après derrière. Et puis ensuite, rideau, quasiment. Et la Belgique en a profité, mais sans forcément produire du bon football. Et en fin de match, vraiment, les Islandaises se sont fait peur. Avec plusieurs attaques des Belges, le match aurait pu basculer d'un côté, du côté belge, ce qui aurait été quand même un peu contre le cours du match quand même, mais parce qu'en fin de compte, vraiment, les Islandaises ont complètement lâché. Pour vous dire, c'est que même en fin de match, les Belges ont plus de possession que les Islandaises. Alors vraiment, les Belges se sont fait marcher dessus sur la première mi-temps. On a un peu vendangé quand même du côté des Islandaises offensivement. 23 tirs, seulement 5 cadrés. Alors que les Belges ont été beaucoup plus pragmatiques. 11 tirs, 8 cadrés. Donc ça c'est bien. Après des tirs parfois qui manquaient quand même un peu de puissance du côté des Belges. Bon, très clairement, les Islandaises avaient la main sur ce match, mais n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Après le but de Van Avermaet à la 67e minute, c'est dommage. C'est dommage. C'est un bon résultat pour les Belges. Elles finiront pas fanny sur cette compétition, ce qui était un peu la peur que j'avais, parce que les Belges, c'est quand même une équipe qui a peu d'expérience au niveau mondial et européen, au niveau foot international. Et puis les Islandaises, elles auront des regrets ce soir, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire sur cette rencontre, de quoi faire beaucoup mieux. Mais elles ont vraiment à un moment arrêté de jouer. Et ça, c'est pas normal, alors que les Islandaises avaient vraiment fait plutôt une belle Coupe du Monde, par exemple, de ce que je me souviens. Elles avaient fait vraiment des choses intéressantes lors de la Coupe du Monde, 2019. Elles avaient fait plutôt des très bonnes choses, je crois, du souvenir que j'ai quand elles avaient joué la Coupe du Monde. Non, elles n'avaient pas joué la Coupe du Monde. J'ai peut-être un souvenir où je les avais vues jouer dans une compétition. Alors, c'était pas la Coupe du Monde, mais où elles avaient fait... ça devait être l'Euro 2017, où elles avaient plutôt montré un bon visage, notamment face à la Suisse, où elles avaient fait, et même face à la France. Je me souviens que la France avait... voilà, c'était ce match-là. C'était le 2017, le match, je me souviens, c'était France Télé qui diffusait à l'époque. Et oui, le match avait été très difficile pour les Françaises, qui avaient vraiment souffert sans trouver vraiment l'avantage. Alors des Françaises qui avaient eu une compétition très difficile avec Olivier Chouafny. Mais c'est quand même une équipe qui a des qualités. Là, c'est vrai qu'elles sont passées un petit peu à côté, je dirais, de leur rencontre. On passe à France-Italie. France-Italie qui est un petit peu le dernier match de cette première journée de groupe. Match. Alors j'ai du mal à parler de ce match. Pour tout vous dire, j'ai du mal à me faire un avis sur cette rencontre. Parce que je trouve que du côté de la France, on gagne 5-1, mais on est tombé face à des Italiennes qui se sont noyées, mais alors complet. Les Italiennes n'ont pas joué à leur niveau.
Alors déjà défensivement, il y a eu des gros problèmes, notamment Gamma, l'italienne, qui est pourtant la taulière de l'équipe, mais qui est passée à côté. Offensivement, Bonansena, Girelli, même Gali sont complètement passés à côté de leur match. Mais alors Bonansea et Girelli, elles sont vraiment complètement trouées. Alors que les Italiennes avaient vraiment fait une belle Coupe du Monde, arrivées en quart de finale, hein, donc c'était vraiment une équipe qui avait fait des bonnes choses. Mais là, il y a eu une faillite, mais alors complète dans cette rencontre de la part de l'Italie. Gamma, Linari, Giuliani, ça n'a pas été foufou non plus au niveau des arrêts, parce que, alors certes, il y a des beaux buts hein, aussi, les Françaises, bon, notamment le but de Cascarino, le troisième de Gayoro, ils sont très beaux. Il y a d'autres où on peut, voilà, sur les premiers buts, vraiment, il y a des erreurs énormes. Les Italiennes, enfin, je sais pas, elles se sont pas remis du but à la 9e minute, je crois, des deux premiers buts, mais surtout le but à la 9e minute. Vraiment, collectivement, il y avait des soucis dans cette équipe d'Italie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu avais l'impression que les filles ne communiquaient pas entre elles, comme s'il y avait des problèmes relationnels dans cette équipe d'Italie. Parce que vraiment, là, elles sont passées à côté de leur rencontre. Et pour moi, c'est plus une très grosse faillite de l'Italie que d'une victoire incroyable de la France. Pourquoi du côté de la France ? Parce que la charnière centrale m'a vraiment inquiété entre Tunkara et Renard. Je trouve que défensivement, c'est pas sécure, l'équipe de France est vraiment. Et pourtant, les Italiennes, encore une fois, n'ont pas eu beaucoup d'occasions, enfin, n'ont pas été très productives offensivement. Et sur les quelques occasions qu'elles ont eues, les Italiennes, elles ont été tout le temps très dangereuses. Je trouve que, alors tout le monde a salué l'arrêt de Perromagnin par exemple en début de match et les quelques arrêts de Perromagnin. Ok, elle fait des bons arrêts, ça c'est clair et net. Par contre, elle se découvre beaucoup trop, Perromagnin. Elle a fait beaucoup de sorties avec les poings, de dégagement avec les poings, où elle saute très loin. Et ce qui fait que le but après était totalement dégagé et on aurait pu avoir une catastrophe, notamment à un moment. On a Bacha qui fait un très beau geste défensif parce que sinon on aurait pu se prendre un deuxième but. Je trouve que les Italiennes, malgré qu'elles soient complètement passées à côté de leur match, auraient pu nous marquer 2 ou 3 buts, ce qui m'inquiète un petit peu. Gayoro et Toletti, je trouve que c'est vraiment bien. Toletti aussi a fait un gros travail de l'ombre. Par contre, je ne suis pas convaincu par la construction. Je trouve que les Françaises n'ont pas énormément construit leurs offensives. C'était beaucoup quand même d'offensives à 4-5 touches de balle. Beaucoup aussi d'actions où on passe par les ailes et ensuite on centre dans le paquet. On a souvent fait ça. À part le but de Cascarino qui est juste sublime, mais on a rarement attaqué dans l'axe, je trouve. Et surtout peu de construction en fait. C'est-à-dire qu'on est sur 2, 3, 4 temps de jeu maximum et pas plus. Ce qui m'inquiète un petit peu parce que face à une équipe qui prend l'eau, tu peux faire ça. Face à une équipe qui est en place, comme les Pays-Bas ou la Suède, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place et c'est ce qui va nous attendre en quart de finale. Donc est-ce que cette équipe de France m'a rassuré ? Non, en fait. Et c'est ça le problème de cette rencontre, c'est qu'il y a eu une telle différence de niveau que non, cette équipe de France ne m'a pas rassuré. Beaucoup plus. Je suis toujours inquiet. Dès qu'on arrivera en quart de finale, je serai inquiet. Voilà. Alors, elle ne m'inquiète pas plus que ça non plus. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de point de référence autour de cette équipe de France. Donc, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Parce que cette équipe de France affronte quand même assez peu de très grosses équipes ces derniers temps. Et c'est ce qui me pose problème, c'est qu'en termes de référentiel, je me dis que dès que le niveau va augmenter, on va avoir un problème. Et je le sais. L'Italie, par contre, je me demande même jusqu'à quel point l'Italie va réussir à se qualifier. Parce que quand tu prends 5-1 sur le premier match, ensuite il faut rembrayer derrière, ça va pas être facile. Surtout que l'Italie, il va falloir gagner. Parce que comme la Belgique et l'Islande ont fait 1-1, imaginons que l'Islande gagne le prochain match, c'est fini pour l'Italie. Hein. On rentre à la maison, c'est terminé.
Donc il va falloir vraiment que l'Italie montre des choses et des solides choses. Du côté de l'équipe de France, je dirais quand même que cette phase de poule maintenant est très abordable, hein, on le savait. Bon, je t'avais dit, le groupe A, le groupe B, c'était les groupes les plus faibles. B et C étaient un peu plus difficiles, en sachant que le C était peut-être ce qui se rapprochait enfin quoique le B aussi, avec l'Espagne et notamment le Danemark aussi et la Finlande, mais voilà, c'est vrai que le A et le D, on savait que c'était les groupes les plus faciles, mais cette équipe de France ne m'a pas entièrement rassuré. Alors je trouve par exemple que FPIC a fait un très bon match, Katoto aussi, Cascarino, Gueyoro bien entendu, Karchaoui, même si parfois elle a tendance à monter un peu trop, Karchaoui, et ce qui fait que ça laisse des trous, elle laisse des trous. Mais défensivement, cette équipe de France ne m'a pas rassuré. Et quand on regarde, hein, de toute manière, on a un peu lâché le match, parce qu'en deuxième mi-temps, on a tiré que 3 fois au but. Et surtout, on avait plus de 75% de possession de balle au bout de 40 minutes de jeu, et on termine à 59. Donc, ce qui n'est pas si impressionnant de ça. Malgré tout, une belle précision de passe. On a bien joué. On ne prend pas de carton aussi, c'est important. On a aussi une Cascarino, par exemple, qui a eu une douleur au genou. Voilà, il y a des joueuses enfin, les Italiennes, avec la frustration en deuxième mi-temps, ont décidé vraiment d'agresser les filles, hein, on va dire. Il y a eu des actions. Je comprends même pas comment Gamma a pu se prendre qu'un jaune avec la barre. Je sais pas comment elle a pu se prendre qu'un jaune, parce que certes, on va dire qu'elle joue le ballon, et en plus, c'est un peu vite fait quand même de dire qu'elle joue le ballon, parce qu'elle a quand même un retard de 3 secondes. Hein, donc jouer le ballon quand on a un retard de 3 secondes, c'est un peu léger. Mais de toute manière, qu'elle joue ou non le ballon, ça n'a pas d'importance. Le pied est haut. Donc à partir du moment où le pied est haut, c'est fini, c'est carton rouge. C'est du jeu dangereux, donc c'est carton rouge. J'ai du mal à comprendre comment elle a pu se prendre qu'un carton jaune. Gamma, ce qui leur a permis quand même de s'en sortir. Boitine, elle s'est pris un carton jaune parce qu'elle a discuté complètement sa sanction. Là aussi, c'était pas très intelligent de sa part. Mais les Italiennes qui sont passées tellement à côté qu'on a du mal en fait à juger cette équipe de France. Et puis bon, moi j'ai toujours un problème avec cette équipe de France, c'est que j'ai l'impression... Alors on a un peu plus un plan de jeu qu'auparavant quand même. Mais c'est vrai que je suis pas encore totalement convaincu par le plan de jeu. Alors certains vont dire... J'attends déjà cette phrase quand on sera éliminé en quart de finale. Il aurait fallu prendre Amandine Henry. Parce que je sens qu'on va sortir. Amandine Henry sous Corinne Diacre, le rendement a été catastrophique. Donc c'est pas un problème de joueuse. On a des très bonnes joueuses. Je pense que la sélection est vraiment bonne. Mais j'ai un peu plus de doutes sur le fond de jeu. Alors après, bon, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe et peut-être qu'on ira en finale. Mais je rappelle qu'il y a 3 ans, on a gagné très facilement notre premier match face à la Corée. Ça a été notre match le plus réussi même en termes de contenu dans la rencontre. Ça avait été un match feu d'artifice et on avait sombré assez vite dans la Coupe du Monde. Donc je me méfie parce que souvent les équipes qui commencent très bien les compétitions, elles ont souvent du mal à finir. Déjà, le seul contre-exemple, c'est l'Allemagne en 2014 qui avait commencé très fort, on se souvient tous du 4-0 face au Portugal, et qui avait fini très fort également. L'Allemagne avait quand même eu un coup de mou pendant la phase de poule, et même face aux États-Unis. Je crois me souvenir qu'il y avait eu un match en 8e, pas simple du côté de l'Allemagne. On est allé en prolongation. Donc faut se méfier, c'est pas parce que l'équipe commence bien que ça va finir fort. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. On termine avec le programme à suivre du côté de cet Euro 2022. On aura à partir de ce soir la deuxième journée de phase de groupe. Dans le groupe A, à 18h, Autriche-Irlande du Nord, à 21h, un très gros Angleterre-Norvège, ça va être un match intéressant. Du côté du groupe B, on va avoir Danemark-Finlande, le match des Scandinaves à 18h, le match des deux équipes qui ont perdu 4-0 et 4-1. Allemagne-Espagne, à 21h, moi j'ai bien envie de voir cette rencontre, surtout de voir l'Allemagne qui est pour l'instant vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné, même devant la France pour le moment. On aura
Suède-Suisse et Pays-Bas-Portugal mercredi. Des matchs où normalement la Suède et les Pays-Bas sont au-dessus. Je dirais qu'il va falloir quand même se méfier parce que la Suisse et le Portugal a quand même été un match intéressant lors de la phase de groupe. Et puis le 14 juillet, Italie-Islande à 18h, et puis France-Belgique. Les France-Belgique depuis la Coupe du Monde 2018, c'est toujours atypique. Je pense que les Belges auront envie de montrer ce qu'elles savent faire, surtout le 14 juillet. Donc, il faudra faire attention pour ce France-Belgique. Mais vu ce que j'ai vu de la Belgique, normalement, la France doit les surclasser sans trop de problèmes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!